Voici notre second épisode. Le chanoine Georges Lemaître prédit le Big Bang. Nous avons vu la dernière fois que c'était grâce à Einstein que l'idée du Big Bang était survenue, grâce, pour être plus précis, à ses équations de la relativité générale, mais pas tant grâce à lui, car c'est une idée qu'il refusera obstinément jusqu'à sa mort. Celui qui a réellement inventé le Big Bang et qui a promu cette idée jusqu'à la faire déboucher, c'est Georges Lemaître, le chanoine Georges Lemaître, ecclésiastique et en même temps mathématicien. J'ai beaucoup d'admiration pour cet homme et ainsi qu'un autre, qui sont les deux personnages de l'histoire qui ont réussi à tenir tête à Einstein pendant toute sa vie sur des sujets sur lesquels il s'obstinait dans ses oppositions et à leur tenir tête tout en étant dans la vérité, puisque après la mort d'Einstein, la science a montré que ces deux hommes avaient raison. Alors l'un est précisément Georges Lemaître, l'autre est Niels Bohr, qui est un des pères de la mécanique quantique. Alors revenons à Georges Lemaître. Il est jeune étudiant à l'école des mines de Liège. Lorsque la guerre de 14-18 éclate, il se porte volontaire et il s'illustre dans les batailles féroces qui ont eu lieu sur les rives de l'Isère en Belgique, et il revient avec la Croix de guerre. À partir de là, il fait son séminaire. Et une fois ses études religieuses terminées, il part faire des mathématiques avancées à Cambridge au début, puis au MIT aux États-Unis. En effet, il a déjà en tête une idée, c'est l'étude du cosmos, et il comprend que des mathématiques très avancées seront nécessaires pour le faire. La chance pour lui d'avoir été dans ces deux établissements très prestigieux de Cambridge et du MIT, c'est aussi d'avoir rencontré les plus grands astronomes de l'époque. Pour n'en citer que deux, Eddington en Angleterre et Slipher aux États-Unis, ce qui l'aidera très certainement dans la suite et lui donnera des connaissances qui le rendent plus sûr de lui. À partir de là, il démarre ce qui sera toute sa vie une double carrière d'ecclésiastique d'abord. En Belgique, à Louvain, il accueille tous les ans une congrégation de Chinois et il s'occupe de leurs études, leur vie spirituelle, leur vie pratique. Voilà son travail d'ecclésiastique. Et comme ceci lui laisse tout de même pas mal de temps libre, eh bien, il se lance dans la cosmologie. Et quelques années plus tard, c'est en 1927, il prédit l'expansion de l'univers, nous l'avons vu la dernière fois, en utilisant les équations d'Einstein. Et lorsqu'il en informe Einstein, il reçoit une réaction extrêmement négative, Einstein lui reprochant quelque part d'avoir cherché des solutions à ces équations qui sont peut-être exactes mathématiquement, mais qui ne correspondent à rien sur un plan physique. Malheureusement pour Einstein, 2 ans plus tard, en 1929, cette prédiction de l'univers en expansion va être vérifiée par un autre homme de génie, l'astronome Edwin Hubble. La science progresse de cette façon. Vous avez en général des pionniers qui sont des théoriciens qui font avancer les concepts et les idées, qui élaborent de nouvelles théories, qui ensuite en tirent des prédictions, et c'est là qu'intervient la deuxième catégorie de scientifiques, ceux qui sont plutôt des expérimentateurs. Cela correspond à 2 types d'hommes avec 2 types de compétences. Les uns sont aussi importants que les autres et la science repose sur
ces deux types d'hommes? Eh bien, nous allons dire un mot de Hubble. D'abord, Hubble est un homme jeune qui, malgré son jeune âge, obtient des créneaux importants sur le plus grand des télescopes dont nous avions parlé la dernière fois, le télescope du mont Wilson, plus grand télescope mondial. Et s'il obtient des créneaux de nuits entières sur ce télescope, qui était, vous vous en doutez, très demandé par tous les astronomes du monde, s'il obtient ces créneaux, c'est parce qu'il a eu une idée de génie pour mesurer les distances dans le cosmos. Alors là, il faut préciser une chose, pendant longtemps, on a cru que les étoiles étaient collées sur une voûte, comme on ne savait pas mesurer leur distance, on pensait qu'elles étaient collées sur une sphère, et c'était la voûte céleste. Bon, à l'époque de Hubble, déjà au XIXe siècle, avant lui, on avait compris qu'il y avait des distances différentes parmi les étoiles. On avait même réussi à mesurer la distance des étoiles les plus courtes par la méthode de la parallaxe. Vous savez, c'est la méthode qui est utilisée dans les télémètres d'appareils photo ou qui est utilisée par les artilleurs aussi pour mesurer la distance des objectifs. Donc on avait mesuré les distances de quelques étoiles les plus proches, mais pour le reste, on n'avait aucune idée de l'éloignement de tous ces objets célestes. Et lui trouve une méthode intéressante qui repose sur un certain type d'étoiles qu'on appelle les céphéides. Les céphéides sont intéressantes parce qu'on les reconnaît à leur lumière fluctuante. Et lorsqu'on examine leur lumière fluctuante, on peut calculer leur luminosité, c'est-à-dire combien d'énergie elles émettent. Et donc, ensuite, lorsqu'on les observe, on sait quelle est la lumière qu'elles émettent. Alors si on les voit très près de nous, elles sont très lumineuses. Si on les voit très loin, elles apparaissent de luminosité très faible, comme prenez une bougie, si vous la mettez à 50 cm de vous, elle est très brillante. Si vous la mettez à 10 mètres, elle l'est beaucoup moins. Et donc ces céphéides étaient des espèces de chandelles qui permettaient de mesurer les distances. Elles présentaient deux autres avantages. D'abord, il y en a partout, on en trouve un peu dans toutes les galaxies. Et deuxième avantage, elles sont visibles de loin parce qu'elles sont très lumineuses. Donc, on peut trouver des chandelles, si vous voulez, à grande distance et mesurer l'éloignement donc des objets. Il commence au mont Wilson. Ce qui est frappant sur les photographies, c'est qu'il est toujours tiré à 4 épingles. Il monte à 1700 mètres, se coller l'œil sur l'objectif de ce télescope. Aujourd'hui, il n'y a plus d'objectifs, ce sont des caméras électroniques, mais à cette époque-là, il fallait s'asseoir devant le télescope et même s'il faisait moins 10 pendant l'hiver, et on passait la nuit là devant l'objectif. Alors lui était très résistant, c'était aussi un grand sportif. Et en montant au mont Wilson, il avait rencontré un muletier, parce qu'on transportait les gens et différentes choses à dos de mulets. Et ce muletier deviendra son assistant, c'est-à-dire l'homme qui était toujours à ses côtés pour noter tout ce qu'il observait, noter les données, les différentes mesures que Hubble faisait sur les étoiles. Il commence par s'intéresser à un objet qui, à l'époque, était la source d'un mystère qu'on appelait le grand débat. C'était les nébuleuses, et en particulier la nébuleuse d'Andromède. Alors je vous dis tout de suite, on sait aujourd'hui ce qu'est Andromède. Andromède est une galaxie, c'est la plus proche de nous d'ailleurs, une galaxie qui ressemble à la nôtre. Et cette galaxie, je l'ai vue moi avec une paire de jumelles chez un ami astronome, donc on la voyait même à l'œil nu en étant très exercée. Et elle apparaissait, si l'on n'avait pas de télescope comme celui du mont Wilson, elle apparaissait comme une petite tache laiteuse. Donc on voyait bien que ce n'était pas une étoile, et on se demandait ce que c'était. Et là, le grand débat
étaient entre deux partis. Ceux qui disaient c'est peut-être un nuage ou un objet diffus dans la galaxie, soit il s'agit d'un autre monde, c'est-à-dire d'une autre galaxie, située beaucoup plus loin que la nôtre, c'est-à-dire beaucoup plus loin que nos étoiles. Alors, pour trancher ce débat, Hubble détecte dans la galaxie d'Andromède des céphéides. Et là, c'est gagné pour lui grâce à sa méthode. En prenant ces céphéides comme ces étoiles, céphéides comme chandelles, il arrive à mesurer la distance d'Andromède et il découvre que Andromède se trouve 20 fois plus loin que les étoiles les plus lointaines de notre galaxie. Il confirme donc l'existence des galaxies autres que la nôtre et le grand débat est clos grâce à lui. Alors il ne s'arrête pas là, et en 1929, il prend une vingtaine de galaxies, enfin on appelait ça des nébuleuses à l'époque, il en prend une vingtaine, et grâce à sa méthode des céphéides, il mesure leur distance. Il fait aussi autre chose. Je vous avais dit la dernière fois que Newton avait inventé la décomposition de la lumière en couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, lorsqu'on décompose la lumière d'une étoile, et ça c'était déjà une découverte du XIXe siècle, on peut déterminer sa vitesse par rapport à nous, c'est-à-dire savoir si elle se rapproche de nous ou si elle s'éloigne de nous. Et en plus, on peut aller plus loin et mesurer cette vitesse. Et donc, Hubble fait deux choses avec l'aide de son copain muletier à côté de lui. Il mesure patiemment pendant des heures et des heures la distance de la vingtaine de galaxies qu'il avait prises comme cible, ainsi que leur vitesse par rapport à nous. Et là, que découvre-t-il? Toutes les galaxies, sauf Andromède. Andromède est une exception. Toutes les galaxies s'échappent de nous, s'éloignent, toutes. Alors, là, pour comprendre sa surprise, je vais vous donner une analogie. Vous êtes ornithologue, vous vous intéressez aux flamants roses et vous allez au milieu de la Camargue pour photographier leur vol. Vous plantez vos instruments, vos téléobjectifs, etc. et vous cherchez un premier flamant rose. Il s'envole et vous photographiez son vol. En fait, ce flamant rose s'éloigne de vous. Alors après, vous dites, je vais en chercher un autre. Vous en trouvez un autre qui s'envole aussi, qui part, et il s'éloigne aussi de vous. Très bien, vous le filmez. Vous en cherchez un autre en disant, bon, j'espère que je vais en trouver un qui vole de côté. Vous en trouvez un autre, plus loin, dans un angle différent. Il s'éloigne de vous. Alors là, vous ne comprenez plus, vous tournez complètement votre caméra dans l'autre sens, vers la Terre, et vous dites, là, je vais en voir un venir vers moi. Pas du tout, vous envoyez un quatrième, il s'éloigne de vous aussi. Et tous les flamants roses que vous observez s'éloignent de vous. Voilà la surprise de Hubble lorsqu'il examine un échantillon de nébuleuse. Je disais que Andromède était différente. Andromède est très proche de nous, en fait. C'est la galaxie la plus proche. Et en fait, il se trouve qu'Andromède est en train de tomber sur notre galaxie, ou l'inverse, si vous voulez. Les deux galaxies sont en train de se rapprocher, et les deux galaxies fusionneront dans quelques milliards d'années. Donc Andromède n'est pas un exemple représentatif. C'est une galaxie qui est trop liée à la Terre et qui est en train de tomber dans le champ de gravitation de la Terre. Donc nous allons oublier Andromède qui est une exception. Toutes les autres galaxies s'éloignent. Alors vous pouvez vous représenter cela par un petit dessin où vous mettez au milieu Hubble et sur le dessin vous dessinez partout, dans toutes les directions, des petits points qui sont les galaxies. Et chacun de ces points, vous mettez une petite flèche qui montre qu'elle s'éloigne de vous.
elles s'éloignent toutes de vous. Donc ça fait une espèce d'oursin. Autre observation de Hubble, c'est que parmi les nébuleuses en question, certaines sont plus éloignées. Eh bien, il découvre que celles qui sont plus éloignées vont plus vite. Autrement dit, toutes les galaxies s'éloignent de nous, et plus elles sont loin, plus vite elles s'éloignent de nous. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble-Lemaitre, qui dit que eh bien, plus les astres ou les objets célestes sont lointains, plus vite ils s'éloignent de nous. Alors imaginez donc cette espèce d'oursin autour de Hubble avec tous les points qui se dirigent vers le large. Si vous regardez ce dessin ou vous l'imaginez, vous avez l'impression que l'homme, en l'espèce Hubble, se trouve au centre de l'univers. Et oui, puisque tout s'éloigne de lui, donc on a l'impression qu'il est au centre. C'est une impression, ça n'est pas du tout une réalité, il n'est au centre de rien. Si un second Hubble vivait dans une autre de ces nébuleuses, cet autre Hubble verrait aussi toutes les galaxies, dont la nôtre, s'éloigner de lui, et il aurait l'impression d'être au centre du monde. Eh bien, finalement, ni l'un ni l'autre n'est au centre du monde, ou, si vous le préférez, les deux le sont. Vous pouvez aussi dire que tout le monde est au centre du monde. Mais il n'y a pas de différence entre les deux. Alors cela me rappelle une phrase extraordinaire de Blaise Pascal qui disait « Qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. » Et cela, je trouve, résume tout à fait le sentiment que toute personne qui s'intéresse à la cosmologie a en observant les astres et l'univers lointain. Ce que vient de découvrir Hubble, c'est l'expansion de l'univers qu'avait prédite Georges Lemaître sous un angle théorique avec des équations. Là, on en a la preuve mesurée, vécue. C'est l'expansion de l'univers. Georges Lemaître donne tout de suite une interprétation correcte de cela. Georges Lemaître dit, attention, une précision, ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent, c'est le contenant, c'est-à-dire l'espace-temps, qui se dilate. Et bien évidemment, cet espace-temps, en se dilatant, entraîne les galaxies. On observe donc un mouvement de fuite des galaxies qui est un mouvement d'expansion de l'univers, et c'est ce mouvement qui entraîne les galaxies. Alors on donne de façon classique une image de cela. Vous faites un pudding, vous préparez la pâte, vous mettez des petits raisins à l'intérieur, vous mettez le pudding au four et le pudding se dilate, la pâte se dilate. Eh bien chacun des petits raisins va s'éloigner des voisins. C'est-à-dire tout raisin va s'éloigner de tout raisin. Tous les raisins se trouvent dans une matrice, si vous voulez, qui est en expansion et qui fait qu'ils vont s'éloigner un peu chacun les uns des autres. Mais vous comprenez que dans ce pudding qui se dilate, il n'y a pas de centre. Si vous prenez n'importe quel raisin, eh bien, il voit la même chose. Il voit les raisins voisins s'éloigner de lui. Voilà pourquoi il n'y a pas de centre finalement. Dans l'expansion, tout est en expansion de façon uniforme. Je vous avais dit la dernière fois que Einstein avait répondu très négativement lorsque Georges Lemaître lui avait présenté sa thèse de l'expansion de l'univers. Et là, Einstein est obligé de reconnaître qu'il a eu tort. Il dira d'ailleurs plus tard que cela aura été l'erreur la plus grave de sa vie. Nous sommes donc maintenant dans une situation où l'expansion de l'univers a été prédite par Georges Lemaître, est prouvée par Edwin. C'est donc un élément solide sur lequel on va pouvoir bâtir la suite. Et la suite, eh bien, Georges Lemaître continue et la reprend avec cette idée que j'avais déjà exprimée la dernière fois, que si l'univers est en expansion, vers l'avenir, on le voit grandir,
Eh bien, si on se tourne au contraire vers le passé, on le voit rapetisser. Autrement dit, en regardant vers le passé, en remontant le temps, on voit un univers qui devient de plus en plus petit, etc. Et comme on ne connaît pas de mécanisme qui puisse arrêter cette contraction de l'univers, eh bien, Georges Lemaître arrive à l'idée qu'au bout de toute cette histoire, en remontant le temps, l'univers a dû connaître un début ponctuel. Quand je dis un début ponctuel, j'ajoute tout de suite quelque chose de très important, un début très chaud. Alors, c'est très simple à comprendre, puisque en regardant vers le passé, l'univers se contracte, c'est un peu comme un gaz que vous comprimez. Et ça, c'est une loi très connue de la nature. Quand vous comprimez un gaz, il chauffe. Vous avez certainement ressenti cela en gonflant le pneu d'un vélo. La pompe devient très vite chaude. Elle peut même devenir brûlante. Donc, c'est ce qui se passe avec l'univers. S'il devient de plus en plus petit, il devient en même temps de plus en plus chaud. Et donc, l'univers, dans sa naissance, est un univers extrêmement petit, disons infiniment petit si vous voulez, mais en même temps infiniment chaud, c'est-à-dire infiniment énergétique. Voilà donc ce que dit en 1931 Georges Lemaître, l'univers a eu un début ponctuel et extrêmement chaud, et il lui donne un nom, l'atome primitif, c'est-à-dire comme si finalement tout était parti d'un seul atome et que tout avait grandi à partir de là. Le terme d'atome primitif n'est pas très heureux parce que en fait on ne voit pas très bien ce qu'est cet atome et aujourd'hui maintenant on sait très bien que ce n'est pas du tout un atome, on verra ce que c'est. Mais bon, le terme a vécu quelques années pour être un peu plus tard remplacé par le terme de Big Bang. Mais c'est la même chose. Atome primitif, Big Bang, on parle de la même chose. Voilà ce que Lemaître prédit, une origine de l'univers. Alors, je vous le disais la dernière fois, c'est très important parce que les scientifiques à l'époque, et en particulier Einstein, pensaient que l'univers était immuable. Il est aujourd'hui comme il l'était dans le passé, il le sera dans l'avenir. Eh bien là, nous découvrons que l'univers a une dynamique, l'univers se développe et l'univers a une origine. Et donc c'est quelque chose de très important dans la pensée des scientifiques qui disaient l'univers est immuable et n'avait pas d'origine, mais aussi dans la pensée religieuse, puisqu'il y a l'idée de création. Einstein commence à avoir vent de cette idée et l'idée lui déplaît énormément. Comme nous l'avions vu, elle lui déplaît en grande partie parce que d'abord on ne sait pas du tout ce que peut être cet atome primitif et on se trouve dans des niveaux d'énergie qui sont impossibles à décrire avec la physique de l'époque, donc c'est très embêtant. Et deuxièmement, bien, il y a cette idée de création divine qui embarrasse Einstein parce que lui croyait en Dieu, il avait sa propre croyance qui était un peu particulière, mais il était plutôt croyant. Mais là, il voyait un mélange de très mauvais goût entre science et religion, et le fait de plus que le maître soit ecclésiastique, bon, c'était quelque chose qui sentait le soufre, quoi. C'était tout à fait déplaisant. D'ailleurs, l'ami d'Einstein, Eddington, lorsqu'il a découvert la thèse de Georges Lemaître, l'a commenté en disant « c'est une idée répugnante ». Vous voyez le type de mots qu'on utilisait à l'époque. Donc Einstein n'admettait pas du tout cela et il rencontre Lemaître au congrès de Solvay. Le congrès de Solvay, c'est un congrès où on invitait tout le Gotha de la physique et comme Georges Lemaître commençait à être connu, mais il avait été aussi invité et ça lui a permis de rencontrer Einstein et de lui parler de son atome primitif. Devant un certain nombre d'autres participants, Einstein lui jette à la figure « Lemaître, vos mathématiques sont admirables, mais votre sens physique est abominable. » Cette critique était extrêmement dure parce que
Si je devais donner une qualité à Einstein, peut-être la qualité qui le distingue de tous les autres physiciens, c'est son intuition de ce qu'est la matière, de ce qu'est la lumière, de ce qu'est l'univers, de ce qu'est l'espace-temps. C'est cette intuition qu'il a et qui le met systématiquement, ou presque, sur la bonne voie. Je dis presque parce que là, il n'était pas sur la bonne voie. Et celui qui était sur la bonne voie, c'est Georges Lemaître. Et le compliment que je viens de faire sur Einstein, et qui fait que sa critique était très très dure, eh bien ce compliment, je le fais aussi à Georges Lemaître, parce que dans sa partie, la partie qui est la cosmologie, Georges Lemaître est certainement l'homme de tous les temps qui a eu le plus l'intuition du physique, l'intuition de ce qu'est le cosmos. Nous en sommes donc dans une situation où la communauté scientifique, en général, s'oppose à l'idée de Georges Lemaître, avec en tête portant le fanion Albert Einstein. On a donc une idée avec cet atome primitif de quelque chose qui paraît totalement impossible à décrire avec la physique du moment, donc qui effraie. L'autre chose, c'est qu'au début, à cette époque-là, il n'y avait pas grand monde qui comprenne la relativité générale, donc il pouvait y avoir aussi une certaine jalousie vis-à-vis de Georges Lemaître, qui lui était très à l'aise avec ses équations, et quand on ne comprend pas une théorie, on peut tomber dans la critique, et puis finalement, plutôt que de reconnaître ses propres limites, s'en prendre à ceux qui comprennent en disant qu'en fait, ils n'ont rien compris. Voilà, et puis il y a cette fameuse idée de la création. Et là, Georges Lemaître, qui n'était pas né de la dernière pluie, qui savait très bien qu'il allait être critiqué en tant qu'ecclésiastique, prend dès le départ une attitude très tranchée, très claire. Il sépare la science et la religion. Il dit, voyez, moi je suis religieux, ecclésiastique, j'ai fait de la théologie, en même temps je suis scientifique, mais je ne mélange pas les deux. L'escalade de la montagne de la connaissance peut se faire par la façade nord, et ça c'est la théologie. La même montagne de la connaissance peut s'escalader par la façade sud, et là c'est la science. Mais les deux chemins ne se croisent pas. Voilà la théorie qu'émet Georges Lemaître. La science d'une part, la théologie d'autre part ont chacune leur intérêt pour l'homme et pour approfondir sa connaissance, mais ce sont deux domaines disjoints. Il prend une attitude très tranchée sur ce point-là, et je pense que c'est parce que dès le départ il savait qu'on allait le critiquer. Et on l'a beaucoup critiqué, plus ou moins explicitement, finalement l'accusant d'avoir utilisé les équations d'Einstein pour démontrer des choses qui lui faisaient plaisir en tant qu'ecclésiastique, c'est-à-dire mettre en évidence la création divine. Eh bien, Georges Lemaître s'insurge contre cela et dit non, moi je ne vois pas la création dans le Big Bang, ou à l'époque l'atome primitif. Je n'y vois pas la création. Pour moi, la création, elle se situe ailleurs, en amont. La création est plutôt un acte immatériel qui passe peut-être d'un état métaphysique à un état physique. C'est autre chose. Et pour moi, Georges Lemaître, le Big Bang, c'est un phénomène naturel et j'entends bien l'étudier par les sciences et non par la religion. Peu de temps après, le pape Pie XII découvre l'idée du Big Bang et là, il s'éclame aussitôt « Bon sang, mais c'est bien sûr, voilà l'acte divin de la création qui est mis en évidence par les sciences. » C'est donc enfin la fusion entre la science et la théologie. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce que dit Georges Lemaître. Alors aujourd'hui, on parle, dans l'esprit de Georges Lemaître, on parle de discordisme, c'est-à-dire ne pas mélanger science et religion. Et dans le cas de Pie XII, on parle de concordisme. Il y avait bien là donc
deux opinions très, très différentes, et Georges Lemaître a eu l'occasion d'aller au Vatican pour expliquer sa thèse au pape Pie XII, qui, semble-t-il, a dû être impressionné par ce que lui a dit le chanoine, parce que cette idée qu'il avait enflammée un moment de réconciliation entre la science et la religion est une idée qu'il a un peu oubliée par la suite. Il faut dire que là, on est entré dans la période de la terreur en Allemagne et de gros orages ont commencé à se dessiner à l'horizon. Voici comment est née la thèse, une thèse qui, à ce stade, n'était pas prouvée et faisait l'objet d'énormes réticences de la communauté scientifique. La théorie de l'atome primitif ou du Big Bang est née dans la douleur et elle s'imposera dans la douleur. Il faudra pratiquement attendre les années 60 pour que, d'une part, la physique nucléaire permette de mieux comprendre ce qu'était ce, entre guillemets, atome primitif, et en même temps qu'on obtienne une preuve irréfutable. Cette preuve, c'est quasiment une photo du Big Bang, ou tout au moins d'une période très proche du Big Bang, et c'est ce dont nous parlerons la prochaine fois. Le troisième épisode s'intitulera « La photo du Big Bang, une preuve irréfutable ». Ce podcast est tiré du livre « Les clés secrètes de l'univers » de Michel Galliana-Mingo. Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre à www.mgm-ec.fr.